entreprise du CAC 40 qui se gave grâce aux bénéfices. Et bon, là je sais qu'on est tous au courant que Sanofi, il fait rien, ils font rien pour mettre en face des besoins de la population en médicaments, en vaccins. Ils font rien, ils font même pire, ils détruisent. En 10 ans, de 6000 chercheurs, on passe à peine 2000. Ah, 3000, merci mon camarade à côté de moi qui précise. Voilà ce qu'ils font, alors qu'aujourd'hui on a de plus en plus besoin de traitements, des nouveaux traitements pour soigner les maladies, mais aussi ce fameux vaccin pour lutter contre la Covid. Voilà, et ça, Sanofi ne le font pas. Par contre, en 2020, ça donne 4 milliards à ses actionnaires, et en 2021, tenez-vous bien, pareil, 4 milliards. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se mobilise. La question, elle ne concerne pas que les travailleurs de Sanofi. C'est pour ça qu'on a fait appel à l'Interpro. Et j'aimerais déjà vous dire merci. Merci d'être là. Merci d'être là pour eux, avec eux, mais c'est aussi pour vous. C'est aussi pour vous, ouais. Vous pouvez vous dire bravo. Parce qu'on sait que c'est pas facile de se mobiliser. On vit en totale léthargie depuis une bonne année. Sauf qu'à quel moment on réveille nos colères? Parce que les solutions, messieurs, dames, les travailleurs, les travailleuses, c'est eux qui les ont, c'est eux les experts, c'est eux qui savent comment faire tourner la boîte. Donc voilà, saccager le sens du travail, à supprimer leur poste pour gaver l'actionnariat. Voilà, ça moi, je vous appelle, on vous appelle, la CGT appelle à refuser tout simplement ce monde-là et cette attitude-là des financiers et des grands groupes. Voilà, donc comment ça va se passer cet après-midi? On est le 4 mars. Un mois après le 4 février, déjà on est beaucoup plus nombreux, donc on peut se le dire. La mobilisation, elle gonfle. Ce 4 mars, c'est un premier pas en... Applaudissez-vous, parce que c'est pas rien de se battre aujourd'hui, les camarades. C'est pas rien de se battre. C'est pas de la figuration. Voilà, donc 4 février, ça a commencé à se poser là. Il y avait déjà du monde. 4 mars, on est beaucoup plus. Et on vise le 11 mars aussi, où tous les Sanofi se déplaceront. À Bercy, merci mon camarade, à Bercy, tous les sites de France. À ce moment-là, il faudra être là aussi dans l'Interpro, parce que c'est que dans l'Interpro que les luttes se gagnent. La problématique de la santé, de l'accès aux soins, de l'accès à un vaccin, c'est pas que la problématique des travailleurs de la recherche, c'est ceux de tous et de tous. Les premiers de corvée, les premières de corvée. On est à la veille d'un 8 mars. Nous sommes dans un monde où les femmes sont toujours plus durement touchées aussi. Donc pour toutes ces choses-là, mes camarades, nous voilà réunis cet après-midi pour une marche funèbre. Parce que Sanofi veut tuer sa recherche. Et tous ensemble, nous le refusons. Donc, je vais passer la parole, bien sûr, aux travailleurs de la production, de la recherche, à Sanofi. Et il y aura aussi des prises de parole. Mais on va partir en marche autour du site. Voilà, en marche funèbre, mais on saura faire de cette marche un grand événement tous ensemble. Je vous remercie encore pour votre présence. Bon, comme a dit Valentin, donc Sanofi tue sa recherche. Plus de la moitié des effectifs en interne en R&D liquidés par nos différents dirigeants. Plus de 8 sites fermés ou vendus, tout cela en une dizaine d'années. Et pendant ce temps-là, les bénéfices du groupe ont explosé. Les salaires des dirigeants aussi. Les aides publiques se maintiennent à un très bon niveau, voire très bon, ou très très bon. Le montant des dividendes versés aux actionnaires donne le tournis. Nous sommes donc bien dans un démantèlement qui peut mener à la mort de la R&D en France. Nos expertises, nos savoir-faire disparaissent au fur et à mesure des soi-disant plans de départ volontaires qui s'enchaînent depuis plus de 10 ans, et bien plus encore. Aucune embauche CDI chez Sanofi. Par contre, de nombreux contrats précaires, des jeunes qui n'auront pas d'avenir chez Sanofi. Ils finiront peut-être par travailler dans une entreprise sous-traitante ou plus grave, chez Pôle emploi. Quel gâchis pour l'emploi en France. Avec cet énième plan, nous subissons encore l'externalisation de nos activités, de nos métiers, à destination des pays à bas coût ou plus prometteurs en chiffre d'affaires comme la Chine ou les USA. C'est bien encore la mort en interne de nos métiers en France. La décision de mettre fin aux activités de chimie médicinale sur les sites de Strasbourg et Chilly-Mazarin est inadmissible. Ce métier est en voie d'extinction. Plus qu'un site en France où la chimie des petites molécules, le Doliprane pour ceux qui n'auraient pas, qui sont pas habitués, sera effectué. Où est la logique de Sanofi ? Où est la logique de Sanofi sur la nécessaire découverte de médicaments utiles pour la santé publique ? L'ultra-spécialisation
avec les voies biothérapeutiques est un pari très risqué. Comme le dit si bien François Ruffin, nous sommes face à des psychopathes du profit. Rien ne compte plus que ces milliards d'euros dégagés chaque année qui atterrissent dans les poches des capitalistes, alors que les salariés par milliers travaillent chaque jour et voient leur salaire direct stagner, voire diminuer. Seuls les actionnaires, pas les salariés non nécessaires, comme dit Olivier Bogillot, le patron de Sanofi France, touchent des dividendes. La CGT, elle, défend le salaire socialisé qui permet de vivre, pas les revenus fluctuants des capitaux. La CGT défend Serge Weinberg, le président du conseil de surveillance, lui s'est augmenté en mars 2020 de son salaire de 14%, 100 000 euros en une seule fois. C'est lui qui dirige d'ailleurs cette entreprise riche à milliards, qui reçoit les ordres des actionnaires toujours plus voraces, dont le fonds de pension américain BlackRock et L'Oréal. La santé publique dans tout cela, merci Josépha, la santé publique dans tout cela n'est que prétexte à faire toujours plus de fric. Sanofi est plus que jamais Sanofric. Et c'est bien ce que la CGT dénonce. La CGT mène la lutte contre cette entreprise. Le combat est juste. La CGT de la R&D revendique l'arrêt de tous ces plans, que ce soit en R&D ou ailleurs. Des embauches de jeunes sont plus que nécessaires dans toute l'entreprise et pour une R&D et des activités utiles pour la santé publique. Voilà, donc je vais passer la parole à Josépha, donc la CGT du CPV, en lutte aussi pour des embauches et des meilleures conditions de travail. Merci à tous. On m'entend? Ouais. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à dire que nous sommes nombreux, et même si on avait souhaité être plus nombreux, c'est nous qui avons raison. Raison de nous rassembler, travailleurs de l'usine et du CRV, mais aussi travailleurs de la RATP, de la SNCF, de Piserno, de Tang, de l'éducation, et je dois en oublier. Nous avons raison de nous réunir pour défendre ensemble les salaires, les conditions de travail, et exiger l'arrêt des plans de destruction de nos emplois, de nous défendre ensemble face à nos patrons. À Sanofi, nous sommes tous attaqués, de la recherche à la production, en passant par les vaccins, avec la surcharge de travail imposée à tous ces secteurs. Pour la R&D, ce sont 420 suppressions de postes. Pour les vaccins, la flexibilité à outrance, comme à Marcy, où le patron bidouille les horaires à sa guise pour produire à flux tendu. Et dans toutes les entités de Sanofi, on veut nous imposer une précarité grandissante. Prestations, intérim, CDD, pas un métier n'y échappe. Combien de nos collègues du nettoyage, de la restauration, de la maintenance et dans bien d'autres métiers subissent de plein fouet cette politique patronale dévastatrice? Nous sommes tous excusez-moi. Nous sommes tous attaqués. Ici comme à l'autre bout du monde, au Bangladesh, où nos collègues de Sanofi luttent pour obtenir une prime de compensation à la suite de la vente de Sanofi à un patron local. Une prime dérisoire face aux 12 milliards de profits de Sanofi et de ses actionnaires. Dans cette bataille, l'un des nôtres a perdu la vie. Mais pas un instant Sanofi n'envisage d'infléchir sa politique et continue de menacer, de sanctionner. Et pourquoi? Pour remplir les poches déjà pleines des actionnaires. Car l'entreprise s'en fiche de savoir si notre travail est utile ou non, se fiche de nos vies et prend chaque décision dans un souci de profit, pas de nécessité sociale ou d'intérêt général, non. Les actionnaires et leurs représentants sont sourds à nos revendications. Si nous ne les combattons pas, ils ne cesseront pas de dégrader nos conditions de vie et de travail et n'hésiteront pas à continuer à mettre des travailleurs à la porte en pleine période de crise et de chômage, comme on a vu encore avec SFR et les 1700 suppressions d'emplois. Et pourtant, nous avons la force de les arrêter, de les faire reculer. Oui, on en a la force. Parce que nous sommes ceux qui produisons tout, ceux qui font tout fonctionner. Sans nous, pas un médicament, pas une voiture, pas d'école, pas d'infirmière, etc. Rien ne sort. Même au nombre que nous sommes aujourd'hui,
Nous exprimons que nous ne sommes pas d'accord, que nous n'acceptons pas ce que l'on veut nous imposer. Et pour se renforcer, chacun de nous a les moyens de gagner son ou ses collègues de travail qui n'osent pas encore bouger. Mais aussi faire comme aujourd'hui, tisser des liens d'usine en usine, entre métiers, entre secteurs différents, parce que nos revendications sont fondamentalement identiques. On a les mêmes problèmes tous, de salaire, d'emploi. Pour que nos vies de salariés s'améliorent, pour que cessent les plans de suppression d'emplois, pour que nos salaires soient augmentés, que nos collègues en contrat précaire soient embauchés avec les mêmes droits que nous, que nos conditions de travail s'améliorent, nous devrons nous unir pour nous battre ensemble contre ceux qui profitent de notre travail. Ensemble, parce que nos adversaires s'organisent, mènent ensemble leur politique contre nous tous. Nous voulons tous travailler et vivre dans des conditions dignes du XXIe siècle. Nous voulons que tout le monde puisse profiter de ce que la technique et la science offrent de mieux. Et nous avons raison de le revendiquer. C'est notre droit, c'est notre dû à tous. Alors, défendons-nous et cessons de subir. Soyons conscients qu'ensemble, quel que soit notre métier, nous pouvons collectivement faire autre chose de cette société. Et moi, je vous invite tous à se battre ensemble, chaque jour, chaque matin, se poser la question comment on peut gagner nos collègues, comment on peut faire pour que demain, ça soit autre chose. Bon courage, mes camarades. Merci Josépha. Les salariés, avec des gens qui combattent pour sauvegarder leur emploi, sauvegarder un fleuron de la France. C'est quand même contradictoire qu'on demande à
d'autres pays de nous fournir un vaccin. Et nous, on a un fleuron, on a des gens, des chercheurs, une entreprise, un savoir-faire, et que cette entreprise, on veut la démanteler, on veut la dépecer. Et quel signal on envoie maintenant pour les générations futures? La recherche et le développement, on n'en veut plus en France. Si on veut plus de recherche et développement, pourquoi on fait former nos jeunes qui s'engagent dans la recherche? Quel est l'avenir pour eux? Quel est l'avenir pour les salariés? Donc nous, avec mes camarades élus, on est venu vous soutenir aujourd'hui. On est venu dire que nous, on croit en la recherche et au développement, on croit au savoir-faire français, on croit à la sauvegarde de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des parcours de vie, des chemins de vie, qu'on peut se construire ensemble. Nous, on pense que c'est possible. On a une politique, nous, au Parti communiste, on croit qu'on peut faire des choses ensemble. On pense qu'on peut avancer ensemble, mais c'est pas en dépeçant des entreprises comme celle-ci, où les gens pensent à faire que du profit, et ensuite à licencier des gens, à se séparer des gens en disant qu'il n'y a plus de moyens. Les moyens, ils sont là, il faut qu'on les prenne. Et il faut que nous, on continue à se battre à vos côtés. Et la ville de Vitry, en tout cas, sera toujours aux côtés des salariés, aux côtés des gens qui souffrent. Parce que c'est un choix de travailler, de subvenir à sa vie. Et c'est un choix aussi de ne pas se laisser faire contre des patrons qui, tous les jours, mettent la pression aux salariés, qui mettent aussi une volonté de nuire à l'autre. Donc voilà, en vous remerciant. Merci, merci Valentin, merci à vous toutes et à vous tous. Donc je suis Laurence Cohen, je suis sénatrice communiste du Val-de-Marne et je soutiens votre lutte, la lutte des Sanofi. Et je suis là avec vous, comme j'ai été dans tous les rassemblements. On s'est rassemblés sur les sites, devant les sites de Gentilly. On a aussi été protestés dans d'autres lieux, notamment devant Pfizer, parce qu'effectivement, ce qui a été dit, c'est honteux. Aujourd'hui, en France, Sanofi se permet d'annoncer, en pleine pandémie, alors qu'on manque de vaccins, se permet d'annoncer un plan de licenciement. Et ce plan de licenciement, 1000 femmes et hommes licenciés, parmi lesquels plus de 400 chercheurs. Alors, qu'on ne nous dise pas aujourd'hui qu'il y a un retard dans le vaccin de Sanofi pour X, Y, Z raison. S'il y a un retard dans le vaccin de Sanofi, c'est la politique de Sanofi qui est responsable, sa stratégie. Licencier les salariés, pressurer les salariés, infliger des conditions de travail qui sont indignes. Alors votre combat est extrêmement important pour défendre l'emploi, bien évidemment, mais aussi, et c'est pour ça que c'est important qu'on soit ensemble, toutes et toutes ensemble, c'est pour la santé publique. Le vaccin doit sortir des griffes des big pharma. Le vaccin, les médicaments, ça n'est pas une marchandise. La santé, ça n'est pas une marchandise. Et c'est ce que je dis ici avec vous, à vos côtés, avec les syndicats CGT, mais c'est aussi ce que je dis dans l'hémicycle, au niveau, devant le gouvernement. Et je trouve vraiment qu'il faut qu'on continue à hausser le ton, parce que les menaces continuent à obscurcir notre ciel. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'hier, on manquait qu'un enseignement tiré, on manque de vaccins et on nous dit « Ah ben non, c'est pas de notre faute, mais on a des difficultés dans la production. » Mais bon sang, on est capable de monter une entreprise, si on le veut, une usine, en même pas 2 mois. Alors s'il manque des entreprises, il faut les monter. Il faut que le gouvernement donne de l'argent. Et l'argent, il y en a. Et puis, il faut arrêter de nous enfumer en nous disant que Sanofi va finalement prêter main forte à Pfizer pour produire des vaccins en juin. C'est pas en juin qu'on veut les vaccins, c'est maintenant. Et le savoir-faire, votre savoir-faire, fait qu'on peut avoir des vaccins qui sont produits dans les entreprises de Sanofi. Alors ça suffit, il faut que le gouvernement prenne en compte nos revendications et les moyens existent. Il peut réquisitionner, parce qu'il y a eu les mesures d'urgence sanitaire, il peut réquisitionner quand il veut les laboratoires privés. Alors on l'attend au tournant, il faut qu'il réquisitionne, parce que les vaccins on en a besoin, pas demain, mais maintenant. Je suis avec vous ici, je serai le 11 mars devant Bercy, et je continuerai votre combat dans l'hémicycle avec d'autres collègues, puisque ici j'ai une autre collègue, Sophie Taillé-Polion, qui va certainement prendre
Sophie Taillé-Polian, je suis donc sénatrice du Val-de-Marne avec Laurence Cohen, membre du mouvement Génération. Si je suis ici, c'est pour vous soutenir, bien entendu, dans cette lutte absolument essentielle. Et d'ailleurs, je tiens à vous féliciter, vous êtes nombreuses et nombreux. On sait que c'est pas facile en ce moment de se mobiliser, que l'action collective est considérablement entravée, que la façon dont on peut communiquer, s'informer, dialoguer, mobiliser est évidemment excessivement mise en difficulté par la façon dont la crise sanitaire se poursuit, le télétravail, etc., etc. Donc vous faites déjà preuve d'une vraie force de mobilisation très importante et je suis sûre que vous serez encore plus nombreuses et nombreux le 11 mars et nous serons là à vos côtés pour continuer à exiger le fait qu'on arrête de détruire nos outils de production, que ce soit les outils de production industrielle, que ce soit aussi la recherche et le développement. Il est loin le monde d'après. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en avril dernier, Emmanuel Macron a parlé du monde d'après, qu'on allait relocaliser, qu'on allait réfléchir à ce qui était relevé du service public, etc. Mais toutes ces belles promesses se sont envolées. Et si on veut le monde d'après, il ne faut pas les attendre. Et il faut le construire par les mobilisations comme vous le faites. Et le secteur de la santé, le secteur du médicament, c'est une des priorités pour faire en sorte qu'il continue à vivre par vos compétences sur notre territoire, tant dans le domaine de la recherche que dans le domaine de la production. La souveraineté de la recherche, la souveraineté de la production de médicaments, c'est un élément clé du monde d'après que nous devons toujours poursuivre à rechercher et à construire. Aujourd'hui, 1 an après le confinement, on a un peu oublié ces rêves fous des premières semaines. On est rentré dans un quotidien terrible. Mais il faut que nous puissions... National du PCF sur les questions du médicament notamment et de la santé, mais aussi responsable Val-de-Marnais du PCF Val-de-Marne. Je pense que ça vous paraît tout à fait évident que les militants communistes et les élus communistes soient présents dans cette manifestation. Manifestation qui nous fait d'autant plus plaisir qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de relever la tête et de mettre en avant des propositions nouvelles. On a parlé de licenciement, on a parlé de remise à mal de l'industrie pharmaceutique et de la recherche. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est un autre projet. C'est un projet qui va vers un pôle public du médicament, qui va vers une autre approche du médicament, qui prenne en compte les besoins des populations et non pas les besoins du CAC 40. Nous avons besoin aujourd'hui d'un pôle public du médicament qui soit pas seulement en France, mais qui soit en Europe et dans le monde. Nous avons besoin d'un pôle public du médicament parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a une recherche qui est en grande difficulté dans notre pays. Alors que pour l'essentiel, au démarrage, elle est publique, elle est utilisée à des fins privées, elle est utilisée pour faire de la rentabilité, pour faire de l'argent. Le CAC 40 n'hésite pas, et les créanciers que sont les actionnaires de Sanofi, de récolter des milliards en matière de dividendes, alors que dans le même temps, on ferme des emplois, on ferme des sites. Alors oui, nous vous disons aujourd'hui, il faut absolument que nous repensons le modèle que doit être celui du médicament, le modèle que doit être celui de l'industrie et de la recherche du médicament. Et de ce point de vue-là, dans les semaines et les mois à venir, nous allons faire des propositions qui, comme ça a été fait à l'Assemblée nationale et au Sénat, de mettre en place un pôle public du médicament à l'échelle de notre pays et à l'échelle de l'Europe. Voilà, merci en tout cas pour votre combativité. Elle nous fait chaud au moment où dans le Val-de-Marne, nous avons décidé de lancer une campagne zéro suppression d'emplois dans le Val-de-Marne. Parce qu'il y a Sanofi, mais il y a Renault, mais il y a Thales, mais il y a les emplois qui sont supprimés dans d'autres secteurs aéroportuaires d'Orly. C'est près de des milliers d'emplois qui sont aujourd'hui menacés. Et dans le même temps, il y a les menaces sur le chômage et l'UNEDIC avec la loi sur l'assurance chômage. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de créer une dynamique. Et c'est ce que nous voulons faire au niveau du Parti communiste du Val-de-Marne. Créer une dynamique qui soit zéro emploi supprimé. Stop à la précarité. Pour Mathilde Panot qui a dû partir et donc qui envoie son soutien plein et entier aux luttes et on vous assure, évidemment on est d'accord avec tout ce que les camarades communistes viennent de dire, on vous assure sur la lutte jusqu'au bout du combat de la France insoumise au sein de l'hémicycle, en tout cas contre la politique de Sanofi et sur les démarches pour cette commission de la santé et du médicament.
Donc voilà, merci à tous et bon courage pour cette lutte qui doit tenir encore sur toute sa durée, on espère, et vaincra. Merci. Le SNTRS CGT, c'est la CGT de la recherche publique. On s'indique au CNRS, personnellement je travaille à l'INSERM. Donc on est là ici, pas simplement par solidarité entre travailleurs, parce que vous faites face à un plan de licenciement, et notamment de chercheurs, c'est parce que nous sommes, nous aussi, salariés de la recherche publique du CNRS et l'INSERM, complètement concernés par ce qui se passe à Sanofi. Ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que Sanofi a une politique de se désengager de sa recherche en interne, par les fermetures de sites, comme ça a été évoqué là sur le fameux cercueil, par la moitié des chercheurs qui ont été licenciés à Sanofi. Et la conséquence, c'est que nous, dans la recherche publique, on en subit les conséquences. On nous demande de faire à l'INSERM, par exemple, des recherches sur les premières étapes du médicament. Certains ne savent pas, peut-être la preuve de concept, alors que ce n'est pas notre travail. Nous, notre travail, c'est la recherche fondamentale, c'est de trouver des découvertes. Si on prend l'image de l'étagère, nous, on fournit une étagère sur laquelle les laboratoires développent et se servent. Si demain, on ne fait plus ce travail, parce qu'on nous demande de faire votre travail à votre place, le développement, qui n'est pas notre job. Et en plus, vous savez que la recherche publique, elle subit elle aussi des coupes financières et des suppressions de postes depuis des années. Donc, à des moyens en moins, nous faire ce qui n'est pas notre travail, demain, c'est que vous n'aurez plus de quoi faire de recherche, de développement, parce qu'il n'y aura plus de découverte. On l'a vu, ce qui s'est passé pour le Covid, sur le vaccin. Je pense que quand on dit qu'il y a peut-être un rapport avec la suppression de postes du laboratoire à Sanofi, le fait que Sanofi ait échoué sur le vaccin, il y a peut-être quelque chose à voir. Donc nous, on est là, pas simplement par solidarité, parce que c'est aussi notre combat. Votre combat, c'est notre combat. Comme ça a été rappelé par Thierry, Sanofi reçoit énormément des millions d'euros du crédit impôt recherche. Et donc on doit pouvoir exiger ensemble du gouvernement, au nom de l'argent public qui est donné à Sanofi, qu'on arrête ces licenciements. Nous, au CNRS et à l'INSERM, on forme des tas de doctorants, des tas de jeunes. Certes, ils pourront devenir des chercheurs peut-être dans la recherche publique, mais certains d'entre eux devraient avoir l'espoir de travailler dans la recherche privée de chez Sanofi. Et évidemment, ça va être compliqué et ça ne va pas s'arranger. Donc, on est là à vous soutenir, on est avec vous. Et une dernière chose, on va interpeller, là, dans la semaine prochaine, il y a des conseils d'administration du CNRS et l'INSERM. Les élus CGT du SNTRS vont faire des interventions sur ce thème de Sanofi et le lien avec la recherche publique, l'avenir de la recherche. Je crois qu'on est tous dans le même bateau. Si on veut défendre la recherche en France, publique et privée, c'est tous ensemble qu'on doit lutter. Merci. Ça fait tellement de public de travailleurs qui sont en danger aujourd'hui face aux grandes dents du patronat. Camarades sans-papiers, bienvenue à nos côtés. Bravo. Merci de nous avoir rejoints. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette là. Merci aux camarades sans-papiers, c'est pas anodin. C'est pas juste pour faire du monde. Ça a du sens. Les pauvres contre les riches. Eh bien, messieurs, dames, voilà, nous voilà rassemblés. Et donc, on va pouvoir continuer à défiler tous ensemble. Voyez comment on se renforce dans les luttes. Bravo à tout le monde, on continue. Rassemblés autour de notre pote Alex, parce que comme il l'a dit, la RATP elle est de tous les combats, aux côtés de tous les travailleurs. Donc ce sera important le 2 avril au dépôt RATP de Vitry d'être là aussi pour Alex, qui se bat pour vous, qui se bat pour l'avenir, qui se bat pour tout le monde. Merci Alex pour ton intervention. Est-ce que des camarades de là... Alors il y avait Christian
qui voulait intervenir pour le collectif des travailleurs sans papier. Et après, voilà, bon, le temps que Christian arrive. Venus soutenir et y compris, ils ont donné beaucoup d'argent. Donc c'était normal que, à leur tour, les sans-papiers du collectif viennent soutenir les Sanofi quand les Sanofi ont des problèmes. Mais au-delà de l'échange de bons procédés, des renvois d'ascenseurs, c'est pas ça. On est une seule classe ouvrière et c'est une façon aussi de se retrouver dans le combat avec les banderoles côte à côte, malgré les très grosses différences au niveau des conditions d'exploitation. Voilà. Donc aussi ce qu'il faut dire, c'est que les camarades se heurtent à un mur de l'argent, les Sanofi se heurtent à un mur de l'argent, c'est le même mur. Les camarades, ils se retrouvent à travailler en fin de nuit pendant 2h30, 3h, 4h30 pour des salaires de misère, c'est des 600 euros à la fin de la journée, à la fin du mois, pardon. Et donc c'est la banderole des postiers sans papier, régularisation. C'était les conditions de travail des postiers de l'agence d'Alfortville. Et le mur de l'argent, c'est aussi celui auquel se heurtent les travailleurs de Sanofi avec la fermeture des lignes de recherche, avec la fermeture du centre de recherche d'Alfortville qui était juste à côté, le piquet Chronopost d'Alfortville, et les fermetures, les restructurations incessantes, chaque restructuration préparant la suivante. Et ils auront jamais terminé tant qu'on n'aura pas pris les rênes, la direction de l'économie et de nos affaires et de notre avenir. Merci les camarades. On avait envie de faire. Ce qu'on voudrait dire aussi, c'est dire aux camarades, voilà, nous, on a pris du plaisir à se retrouver. Ça nous a remonté le moral de se retrouver aussi nombreux pour aller chercher dans les luttes les victoires nécessaires à enfin basculer vers un monde digne, juste. Parce que des moyens, d'argent, il y en a, et il y en a assez pour tout le monde. Pour que tout le monde vive dignement. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que là, aujourd'hui, c'était le 4 mars, le 8 mars, on se retrouve sur Paris avec donc la mobilisation pour la journée des droits des femmes, Ensuite, il y a le 11 mars, tous les Sanofi face à Bercy. Ensuite, le 16 mars, grande mobilisation dans la fonction publique. La fonction publique, la promesse qu'on leur fait, c'est vous allez travailler plus et vous allez gagner moins. Voyez qu'on est tous au courant, on sait comment ça fonctionne. Donc maintenant, tous ceux qui étaient là aujourd'hui, il faut qu'on se retrouve les lendemains, les surlendemains dans les luttes pour aller imposer nos solutions. Je le rappelle, les solutions, les vraies, les bonnes, ce sont celles portées par les travailleuses, les travailleurs dans les entreprises. C'est vous les experts, c'est vous qui savez, et on a besoin de tout le monde pour y arriver. Je vous remercie encore pour votre présence, l'Interpro, les travailleurs sans papier de Vitry, d'autres villes, les Sanofi, vous avez été exemplaires. Nous vous suivrons toujours dans les luttes et vous pouvez pour chacun, bien sûr, venir à l'union locale pour construire ça au mieux, tous ensemble. Je vous remercie encore les camarades. Bon, il s'est dit merci tout seul, mais nous on voulait le remercier aussi, Valentin. Mais on voulait surtout vous remercier tous. Bon, c'était une belle mobilisation, donc comme l'a dit Valentin,
eh ben, ça ne s'arrête pas. On sera le 11 mars donc, à Bercy et on espère être reçu par un des ministres. Et après, on a l'idée, et on le fera, c'est d'aller sur le site de Strasbourg pour soutenir nos collègues dont le site est voué à la fermeture. Donc ça sera après le 11 mars. Et d'ici là, il y aura la CGT qui va être reçue à une commission des affaires sociales, qui va être auditée à la commission des affaires sociales le 18 mars, si je ne me trompe pas. En tout cas, plein d'initiatives pendant cette procédure, que nous souhaitons évidemment élever le rapport de force, parce que sans rapport de force, nous n'arriverons pas à contraindre la direction à des changements de stratégie. C'est bien ça qu'il faut qu'ils fassent. C'est que Sanofi, avec ses 12 milliards de bénéfices, il faut qu'ils changent de stratégie, qu'ils embauchent et qu'ils arrêtent de filer le fric aux actionnaires et nous faire crever. C'est un des centres de recherche qui est impacté par le nouveau plan de restructuration qui s'appelle Evolve et qui a pour but de supprimer 364 postes en R&D France et qui pourrait aboutir à la fermeture du centre de recherche de Strasbourg. En France, Sanofi, il n'y a plus que 4 centres de recherche au lieu de 11 il y a une dizaine d'années. Et si le plan donc aboutit, comme la direction le souhaite, il n'y aura plus que 3 centres de recherche à l'horizon 2022, ce que nous trouvons inadmissible pour la CGT. Aujourd'hui, on l'a vu, on a entendu parler de nouvelles dates de mobilisation. On parle de Bercy. Qu'attendez-vous aujourd'hui de ce ministère de l'économie? Est-ce que justement vous parliez de 12 milliards, c'est ça, de bénéfices l'an dernier? Ouais. Aujourd'hui, comment on explique et comment est-ce qu'ils ont pu expliquer au ministère de l'économie qu'il faille tout simplement aujourd'hui licencier du personnel alors qu'ils sont en bénéfice par rapport à d'autres entreprises qui elles sont beaucoup plus inquiètes au niveau financier? Alors le problème, c'est la privatisation définitive de la recherche en France. C'est-à-dire Sanofi, comme la CGT le demande et quelques autres partis progressistes, revendique un pôle public de la santé dont le médicament ferait partie. En fait, ce que cherche Sanofi, comme toute bonne entreprise capitaliste, c'est de faire du profit. Donc, qu'est-ce que dit Bercy par rapport à ça et qu'est-ce que dit le gouvernement plus globalement? C'est qu'en gros, Sanofi, ils sont en train de changer de stratégie et qu'ils ont fait d'autres choix. Donc, ils font des plans de restructuration. Et ce que souhaite le gouvernement, c'est que ça se passe le mieux possible, donc avec des mesures d'accompagnement qui vont permettre aux gens de partir soit en mesure d'âge, soit en mobilité, ce qu'on appelle externe, dans d'autres entreprises ou dans d'autres métiers. Mais malheureusement, il n'y a toujours pas de loi pour, contre les licenciements boursiers, et c'est bien le problème, et c'est bien ce que réclame depuis longtemps, que ce soit le Parti communiste, la France insoumise. C'est-à-dire qu'une boîte comme Sanofi qui fait en effet 12 milliards de bénéfices n'a pas le droit de licencier, n'aurait pas le droit de licencier et ne licencierait pas s'il y avait une loi qui les contraignait. Il faut absolument que ce système change, et c'est pour ça qu'un pôle public, en passant par une appropriation des moyens de production, pourrait permettre justement de sortir la pharmacie de cette spirale de la financiarisation, parce qu'on est face à ça. C'est-à-dire depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, les centres de recherche ferment, les salariés diminuent à hauteur de la moitié, puisque nous ne sommes plus qu'à la moitié des effectifs par rapport à 2008, et les profits s'accumulent toujours plus, et les dividendes versés aux actionnaires sont toujours plus gros. Ils verseront encore 4 milliards cette année aux actionnaires. Ils ont versé 3,9 milliards l'année dernière en pleine pandémie. C'est absolument inadmissible que cet argent atterrisse uniquement dans la poche des actionnaires. Au-delà de ces chiffres, à quel moment justement on peut privatiser la recherche et en quoi Sanofi était quelque part le chef de file de la recherche française? Disons qu'elle a été nationalisée pendant quelques années, en 81 par François Mitterrand, et elle est passée privée dans les années 92-93, et c'est depuis 92-93 en définitive que les ennuis ont commencé. C'était pas forcément la nationalisation telle que
l'avait fait le gouvernement d'époque n'était pas forcément une bonne nationalisation, parce que malgré tout, Ron Poulenc fonctionnait avec l'argent de l'État, mais de manière très privée, disons, dans son organisation. Donc nous, on ne souhaite pas un retour à une nationalisation telle qu'on l'a connue. Après, il faut en effet sortir de cette financiarisation à outrance. La santé publique est un enjeu, à mon avis, qui est plus important, et c'est même pas à mon avis, qui est plus important que les profits pour les actionnaires. Et donc, tant qu'on en sera à cet état de fait, il ne se passera rien de bien pour l'industrie du médicament. Aujourd'hui, comment réagit tout simplement les dirigeants, comment réagissent les dirigeants de Sanofi vis-à-vis de vous? Les dirigeants, en gros, pas plus tard qu'hier, à une réunion de CSE centrale, ils disent que pour eux, Sanofi ne tue pas sa recherche, parce que Sanofi consacre 2 milliards par an à sa recherche, qui est vrai qu'il est un montant important. Mais nous, l'argument qu'on a, c'est qu'en 10 ans, ils ont supprimé la moitié des effectifs, ils ont fermé 8 centres de recherche, et petit à petit, si cette politique continue, il ne restera plus peut-être qu'un centre de recherche en France dans les 10 ans qui viennent, et ça, ce n'est pas acceptable, parce que ça fera forcément moins de possibilités de trouver des nouveaux médicaments. Et donc les dirigeants, c'est un combat entre la CGT et ses dirigeants qui font des choix stratégiques qui, pour nous, sont contraires à la santé publique, parce que c'est pas comme ça qu'on trouvera malheureusement des médicaments. Et donc, oui, par rapport aux prochaines dates de mobilisation, donc ça sera le 11 mars évidemment, donc devant Bercy, devant le ministère de l'économie, et donc où nous espérons être reçus par un des ministres, Bruno Le Maire ou un autre, pour lui expliquer le bien fondé de nos revendications et dire que Sanofi doit arrêter tous ses plans de restructuration et embaucher des jeunes qui sortent des écoles et qui ont besoin d'une part d'un boulot et qui veulent travailler pour la santé, parce qu'il y a encore beaucoup de maladies à soigner, et c'est pas en externalisant une partie de la recherche en Chine, aux États-Unis, qu'on va soigner les patients français par exemple. Mais après, peu importe, mais il faut que Sanofi change sa stratégie dans la distribution de ses bénéfices, dans la répartition de ses bénéfices, parce que c'est pas acceptable que ces 12 milliards partent uniquement chez les actionnaires. Il y a eu combien de licenciements en fait, au sein de l'entreprise? Pardon? Il y a eu combien de licenciements au sein de l'entreprise? Il y en a 3000 en recherche depuis à peu près une dizaine d'années, puisqu'ils ont supprimé 3000 postes. Alors c'est pas comme on dit des licenciements secs, c'est des départs, mais en tout cas c'est 3000 postes qui ont échappé à des jeunes qui auraient voulu éventuellement faire de la recherche qui sortaient de l'école. Donc ça revient à des licenciements malgré tout, et donc à la hauteur du groupe Sanofi en France, on était autour de 30 000 en France il y a aussi une dizaine d'années. On n'est plus que 22 000 actuellement. Donc petit à petit, les effectifs, disons, du groupe, le personnel du groupe diminue, et ça, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, un étudiant, dernière question, qui démarre dans cette optique justement de la recherche, il est quasiment certain que dans les prochaines années, il n'aura plus de travail en France? Il pourrait avoir un travail en France, mais en tout cas, ça ne sera pas dans un groupe comme Sanofi, puisqu'ils ne veulent pas embaucher, ou en tout cas, il y en aura quelques-uns, mais très peu. Par contre, sa destination, ça pourrait être une CRO, c'est-à-dire ce qu'on appelle une entreprise sous-traitante, qui, elles, vont travailler pour Sanofi, puisque Sanofi a décidé donc de se séparer de sa recherche en interne, mais par contre, de contracter avec des entreprises sous-traitantes qui, eux, évidemment, payent beaucoup moins et sont beaucoup plus, on va dire, c'est pas une histoire de sécurité de l'emploi, mais c'est plus hasardeux de rester dans une CRO que chez Sanofi. Moi, quand j'ai été embauché en 1989, on est en 2021, j'ai toujours mon poste et j'ai continué à faire mon métier. Une garantie de l'emploi. Voilà, une espèce de garantie de l'emploi, ce que malheureusement on ne trouve pas dans les CRO, puisque c'est très simple, Sanofi, s'ils contractent avec des CRO, c'est quand ils veulent s'en séparer, ils s'en séparent. Et donc ça peut durer quelques années, comme ça peut durer quelques mois. Et ça, c'est pas acceptable, c'est du travail précaire en définitive. Et donc il est bien mieux d'embaucher dans un groupe comme Sanofi, qui a les moyens de le faire,
et donc qui peut permettre de renforcer les expertises, de faire le développement des compétences, la formation professionnelle. C'est pas des petites boîtes qui vont permettre de faire un boulot comme Sanofi le fait depuis des années. Un savoir-faire qu'il faut à tout prix préserver pour Bien vous. sûr, qu'il faut préserver et qu'il faut transmettre surtout, et qu'il faut transmettre aux jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vitry. Alors aujourd'hui nous sommes présents dans une continuité donc ça a débuté le 19 janvier par des débrayages, des heures d'information syndicale, des assemblées générales de travailleurs dans Sanofi ce 19 janvier. Ce qui a commencé donc c'est le ras-le-bol, c'est dire non au plan de licenciement. Encore une fois, on casse la recherche en France. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, il y avait 6000 chercheurs sur le groupe. Aujourd'hui, on en compte à grand-peine 3000. Donc c'est une véritable division, destruction des moyens de la recherche à Sanofi, qui est quand même un fleuron industriel, même mondial dans ce secteur. Donc voilà, c'est de dire non encore à ces solutions qui demandent à ce que les emplois soient supprimés, alors qu'en face, Sanofi, c'est une entreprise qui touche beaucoup d'argent public du CICE. Il faut savoir qu'il n'y a aucun contrôle sur cet argent et on le donne aux grands groupes. Et voilà, et quand ils avancent dans leurs projets, ces grands groupes, ils licencient. Donc déjà, nous, on refuse que l'argent public soit utilisé comme ça pour les dividendes de certains actionnaires. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et bien sûr, cette question des dividendes est plus qu'importante, puisqu'il y a des suppressions d'emplois. On dit que l'argent n'a plus de groupe, mais en 2020, Sanofi donne 4 milliards à ses actionnaires, alors qu'il y avait déjà encore un plan social l'année dernière. Et là, en 2021, pareil, ils vont donner 4 milliards. Ils sont encore embourbés dans des plans sociaux. Donc, si vous voulez, il y a toutes ces choses qui s'opposent. Il y a un besoin de traitements médicamenteux, novateurs, nécessaires pour la santé et les soins portés à la population. Il y a un besoin qui est franchement imparable, c'est ce vaccin aussi contre la Covid-19, où effectivement, même s'il y a d'autres vaccins, il faut multiplier les solutions disponibles pour les citoyens, les citoyennes, voilà, pour réduire les coûts, rendre un vaccin le plus accessible possible. Et là, Sanofi, clairement, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils nous font un plan social, ils détruisent la recherche, ils donnent des dividendes, de l'argent à leurs actionnaires, et ils suppriment l'emploi. Il n'y a aucune, on voit pas les solutions, on voit pas ce vaccin arriver, on voit pas une amélioration des conditions de travail, mais bien au contraire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le 4 mars, dans la continuité du 19 janvier, puis du 4 février, et ensuite dans toutes les entreprises Sanofi au quotidien, dans les conseils socio-économiques des entreprises, il y a des mobilisations, les salariés s'expriment. Donc aujourd'hui, c'était une mobilisation sur l'espace public, mais c'est encore une fois qu'un point d'étape, puisque le prochain rendez-vous, c'est le 11 mars, où tous les salariés de Sanofi de France mobilisés vont se rendre face au ministère de Bercy pour aller réclamer un contrôle de l'argent public et une intervention de l'État pour essayer de freiner cette casse des travailleurs, tout simplement. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, le 4 mars. Donc c'est vraiment dans cet esprit de continuité de la lutte, et aujourd'hui on voit qu'on est de plus en plus nombreux, que les forces, comme on dit, de l'interpro, c'est-à-dire que même les autres entreprises, des travailleurs d'autres entreprises sont venus en soutien, les cheminots, la RATP, voilà, des grandes entreprises qui ont aussi subi des casses énormes au niveau du travail, des salaires, des statuts, des conditions de travail. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pourquoi ils ne veulent pas donner ce financement à d'autres groupes de sociétés? Parce qu'il y en a d'autres groupes que donner qu'à Sanofi. D'accord, vous parlez de l'État, pourquoi il ne donne pas parce que l'État a toujours bien apprécié ces grands groupes industriels qui font énormément d'argent, et vous savez, ils sont sur l'aspect qu'il faut qu'il y ait zéro contrainte pour les entreprises pour qu'elles puissent investir, déployer leur activité. Voilà, c'est ça le pari. Sauf que le pari mené successivement par des gouvernements libéraux, et ça depuis, c'est pas nouveau depuis Macron, depuis la crise. La crise, elle est bien plus elle est bien plus profonde et bien plus ancienne. Donc voilà pourquoi ils donnent à ces groupes-là, c'est parce que ils sont sur ce principe-là, donner de l'argent à ceux qui en ont déjà, ils vont continuer à se déployer et donner de l'emploi, etc. Voilà, faire rayonner l'industrie française, etc. Voilà leur principe. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on voit derrière? C'est des salaires qui baissent, il n'y a pas d'embauche, c'est de la dégradation des formes de contrats, l'intérim, voilà pour parler de Sanofi. Mais après,
Demain, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez que des auto-entrepreneurs dans les entreprises privées. Hein, donc voilà, quid de la sécurité sociale, du financement de l'éducation et de la santé en France? C'est ça qu'on dénonce. C'est pour ça qu'on veut pas que cet argent soit donné à ces grands groupes industriels. Mais les gouvernements, je reviens dessus, c'est bien leur vision de la chose. Et c'est ce que nous combattons au quotidien avec la CGT et les travailleurs à nos côtés. Voilà. Alors aujourd'hui, comment on explique, après le premier confinement, la crise extrême que l'on a connue, les masques qui n'étaient pas disponibles, on a vu concrètement que le fait d'externaliser à l'extérieur du pays même, on risquait de pénaliser tout le système de santé et tout le système social en général. Comment on explique aujourd'hui que finalement on continue de laisser fuir, de laisser partir les chercheurs français ailleurs, malgré leur connaissance? Oui, effectivement, les écoles françaises sont réputées, on forme bien, mais voilà, effectivement, les offres de travail et les stratégies, je dirais, industrielles divergent. On le sait, les États-Unis, même si c'est un pays capitaliste à outrance, arrive quand même à attirer ces chercheurs, parce qu'effectivement il y a des infrastructures avec plus de moyens, il y a des propositions tout simplement. C'est ce qui nous permet de dire, plutôt pour revenir à ce qui se passe vraiment en France, c'est une véritable volonté peut-être de démanteler la recherche pour se repositionner sur autre chose. C'est-à-dire qu'en France, on fera peut-être plus de recherche, mais demain on fera peut-être plus que du conseil, une agence de conseil, pour des stratégies, etc. Je dis pas ça par hasard, c'est que Sanofi a déjà fait des pas dans ce sens-là, à revoir son activité de production et de recherche afin de la déplacer sur ce qu'on dirait entre guillemets des agences, une agence de conseil pour des stratégies médicamenteuses sur des territoires dans le monde. Voilà. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous avez la sensation qu'on part sur une ubérisation de la société? On a discuté récemment justement avec des chauffeurs VTC qui expliquaient que l'entreprise, la plateforme et plusieurs plateformes faisaient pression justement sur l'Union européenne pour pouvoir imposer leurs règles sur les territoires nationaux. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une menace pour toutes les professions? L'ubérisation, c'est une menace pour toutes les professions pour un principe très simple. C'est que quand on parle d'ubérisation, c'est-à-dire qu'on est auto-entrepreneur. On est soi-même, entre guillemets, son propre patron. On se rappelle en 2016, Macron en campagne qui disait « Bah oui, mais les jeunes, qu'est-ce qu'on a à leur proposer? Est-ce que vous avez mieux que ça ?» Non, bon, voilà. Donc on se retrouve là-dedans dans cette dynamique où effectivement le travail se raréfie, et donc on pousse des populations peu diplômées à se saisir de tous les statuts, dont celui d'auto-entrepreneur ou travailler pour Uber ou Deliveroo, Frishti, toutes ces plateformes. Voilà la situation. Pourquoi on aura de plus en plus de travailleurs ubérisés. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi c'est leur volonté. Mais parce que c'est vachement bien en fait pour les industriels, pour Uber, etc. Ça veut dire que vous avez un travailleur, vous lui payez pas sa sécu, vous lui payez pas, vous cotisez pas, il n'y a pas les cotisations patronales, sa retraite il se la paye lui-même. Donc, et voilà, et il se désolidarise totalement de la question du salaire aussi. Savoir que payer ce travailleur, c'est une responsabilité de l'employeur. Voilà, il se désolidarise de tout ça. Donc ça veut dire moins d'argent dans nos caisses de retraite, dans nos caisses d'assurance maladie, pour le financement des écoles et de la santé, et en plus des travailleurs qui s'appauvrissent. Moi, si vous me permettez l'anecdote, quand je vois en bas de chez moi des livreurs Uber qui sont sur un Vélib, moi je me demande encore quel est le système, quel est le modèle économique, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est pas un modèle économique protecteur, c'est pas un modèle économique d'avenir, c'est pas quelque chose qui est souhaitable pour les générations futures. Donc effectivement, combattre l'ubérisation pour que le patron se responsabilise sur la nécessité de payer les salaires et de participer aussi au système social, c'est-à-dire au financement des services publics par les cotisations. Voilà. Une dernière chose, oui. Une réaction par rapport à un mot, une phrase plus exactement du président qui disait « quoi qu'il en coûte ». Est-ce que vous avez la sensation que ce « quoi qu'il en coûte » a réellement été entendu, puisqu'il y a énormément, depuis quelques mois à peine, on subit de plein fouet la crise de la Covid-19 et il y a des vagues de licenciements très impressionnants.
Le quoi qu'il en coûte, de toute façon, je vais vous dire, hein, moi, je vais m'autoriser l'expression, c'est du flan. C'est du flan, le quoi qu'il en coûte, parce que les choix, ils sont très clairs. Hein. Aujourd'hui, les citoyens, les citoyennes n'ont que d'autres choix que d'aller au travail. Tout est fermé, hein. La culture, il n'y a plus rien d'accessible, hein, alors que c'est quand même assez nécessaire quand même pour se sentir un peu mieux. Enfin, ça contribue au bonheur social, l'accès à la culture. Non, on coupe ça. Donc le quoi qu'il en coûte, déjà je pense que les efforts ils sont pas faits à tous les niveaux. Et vous savez, Macron, si vous me permettez, c'est aussi le professionnel pour aller piquer des bonnes formules. Quand il dit ensemble nous retrouverons les jours heureux. Vous savez très bien que le Jours heureux, c'est le nom du programme du Conseil national de résistance au sortir de la guerre qui était porté par les communistes avec maintes avancées sociales comme le système de retraite, etc. Sauf que celui qui est le plus proche là de dézinguer notre système de retraite, c'est bien Macron. Donc il utilise des mots, des paroles. Voilà, c'est un grand communicant. Hein. De toute façon, il est arrivé de nulle part avec une super communication, donc le voilà président. Mais voilà, c'est un grand communicant qui nous sort des choses comme ça. Donc écoutez, moi quand il dit quoi qu'il en coûte, j'attends d'abord les preuves, mais sans grands espoirs. Et aujourd'hui, on peut le dire, ça servait à rien d'en avoir. Macron, il continue sur sa feuille de route. C'est la destruction des conquis sociaux et gaver les actionnaires et gaver le monde du marché en laissant les travailleurs sur la paille, les premiers de corvée, les premières de corvée. Voilà. Oui, donc on pourrait dire qu'effectivement, quoi qu'il en coûte, eh bien finalement il en coûte des vies de salariés aujourd'hui qui se retrouvent au chômage. Voilà, il en coûte effectivement des situations de famille, hein. Il y a des travailleurs qui sont au chômage partiel depuis des mois et des mois, c'est une dégringolade, hein. On le voit nous-mêmes, hein, dans les syndicats quand on accueillait avant quelques travailleurs, etc. Aujourd'hui il y en a beaucoup plus, ils n'ont plus de solution, ils ne savent plus quoi faire face à leur employeur. Et c'est bien ce qu'on leur dit, c'est que tout est fait pour effectivement favoriser les profits du patron au détriment de la force de travail et de la rémunération des salariés. Donc le quoi qu'il en coûte, oui, vous avez raison, voilà, c'est pas ça, c'est pas quoi qu'il en coûte à nous, mais c'est quoi qu'il en coûte à vous. C'est très juste. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.